si vous sentez d'autant plus que... On lance des keycaps maison Pokémon. Pokémon Company, c'est une attaque en 6, on se casse à Malte. J'aimerais bien ça. Ah ouais. Me casser à Malte aussi, mais... Oh là là, le petit Rottweiler. En revanche, ça veut dire que vous pouvez vous acheter un chenil à la place d'un Dogami. Donc à vous de voir. Moi, j'y connais pas grand-chose en brosse à dents électrique. Ah, voilà, électrique. Enfin, en brosse à dents, j'y connais. J'espère, Raphaël, au moins 2 fois par jour. Ça rend, juste ça rend. Ça rend. Bah en fait, c'est un Michel petit truc que tu... J'ai pas la ref, désolé. C'est nul. Non. C'est Top Chef, non? Il s'appelle Michel Saran, les gars. On veut chrono encore plus dîner, ça. Bah, c'est difficile. Pas évident, ça. Ouais. A few moments later. Parce que je vais travailler avec les numériques, je serai incarnant vidéo pour les numériques. Et ouais, bienvenue à la maison. Et... Oh l'internet. Waouh, il manque plus que les sons des années 90 et début 2000 là. Alors... Bonjour et bienvenue dans l'hebdomadaire des numériques. Je vous rappelle, tous les vendredis, on vous fait un peu le résumé de tout ce qui s'est passé dans l'industrie tech. Aujourd'hui, on va parler de fuites, on va parler d'annonces, on va parler de résultats financiers, on va parler de PlayStation, on va parler de comment boire de manière optimisée, oui, tout à fait. Et évidemment, nous allons parler d'Elon Musk et de Twitter. On commence avec du matériel, avec les annonces principales de cette semaine et les rumeurs principales de cette semaine. Et on commence avec la Pixel Watch. Cette montre supposée de chez Google maison, qu'on attendait peut-être pour 2021, qui a été repoussée, eh bien, incroyable. Un peu à la manière de ce bon vieux iPhone 4 à l'époque, quelqu'un aurait, vraiment premier juré craché, oublié un prototype de Pixel Watch dans un bar. Cette montre aurait été récupérée par un membre de Reddit qui aurait posté à Android Central les diverses photos de cet engin qui, eh bien écoutez, semble déjà très réaliste. Il s'allume même s'il reste pour l'instant bloqué sur le logo. Et on peut le voir aussi avec ici eh bien, le bracelet en action, et on attend cette Pixel Watch eh bien, pour les prochains jours maintenant, puisque je vous rappelle que durant le mois de mai, nous aurons la Google I.O. et nous verrons si eh bien, la deuxième montre sous Wear OS 3 sera à la hauteur des nombreuses attentes de tout le monde. On enchaîne avec une autre fuite, puisque c'est un peu la semaine des fuites, avec un objet aussi extrêmement attendu, c'est la nouvelle version du casque Star de chez Sony, le fameux WH-1000X, sa version Mark V. Les images de ce casque ont fuité chez nos collègues de TechniNews, nos collègues allemands, avec, vous le voyez, un tout nouveau design qui tranche clairement avec ce qui a été fait sur les versions 2, 3 et 4 de Sony. Vous me direz dans les commentaires si vous préférez ce design qui vient chercher plutôt du côté de chez Jabra ou du côté de chez Microsoft avec son casque Surface par rapport à ce qui se faisait avant. Ça devrait sortir d'ici, on imagine, cet été. Point important dans nos annonces aussi, du côté de la maison des numériques, eh bien nous avons commencé à tester des extracteurs de jus. Et oui, on teste tout, et surtout les objets importants. Comment vous hydrater de manière saine avec ces nouveaux appareils qui, je vous rappelle, ne sont pas des mixeurs puisqu'ils vont lentement presser et séparer eh bien, le liquide de la fibre et de la chair de vos fruits. On vous prépare un live dans quelques jours. En attendant, allez voir les premiers tests de ces appareils. C'est extrêmement intéressant. Une fois que vous serez bien hydraté et plein de bonnes vitamines, vous pourrez peut-être aller faire du sport connecté. On en a beaucoup parlé cette semaine durant le live. Je me suis arrêté sur l'annonce qui m'a la plus surprise et étonné, qui a beaucoup fait discuter, un panneau de basket connecté. Ça s'appelle HUP, H-U-U-P-E, et ce panneau de basket qui coûte la bagatelle de $4000 vous propose eh bien, dans le panneau de mettre un écran géant de 43 pouces et puis surtout eh bien, de vous connecter avec des coachs en direct qui peuvent venir eh bien, vous donner des leçons, voir votre geste, voir votre placement, etc. Vous pourrez un peu à la manière de Zwift eh bien, défier des amis qui sont également propriétaires de ce genre de panneaux pour des concours de shoot par exemple. Voilà, il faudra juste sortir 4000 € pour l'achat de ce panneau et ensuite payer un abonnement pour avoir des cours personnalisés. Vous me direz aussi si vous êtes plutôt partant pour devenir le ou la prochaine Stephen Curry. Autre annonce qui vient de tomber aujourd'hui justement, Snap durant sa conférence a annoncé eh bien, en fin de conférence un drone, tout simplement. Je vous rappelle que Snap, ce n'est pas que le réseau social Snapchat, c'est aussi une compagnie qui produit des appareils photo comme les fameuses lunettes Spectacles. Ici, eh bien, avec le Pixie, qui est un drone vendu moins de $250, ils ont été, encore une fois, au plus simple, au plus grand public. Le drone est tout petit,
pas trop cher. Et il va suivre 3 commandes de type selfie, voilà, de type recul pour voir le paysage ou autre 360 autour de vous. Snap voudrait évidemment ici démocratiser l'usage des drones avec cet objet tout petit, très simple à utiliser. On verra si ça marche, on a quand même hâte de le tester. Et en parlant de charge, commençons avec la grosse artillerie de chez Anker. Justement, un spécialiste du genre pour les batteries externes vient de présenter sa nouvelle batterie, sûrement la plus grosse, la 757 Powerhouse, qui va permettre de charger énormément d'appareils en même temps. Elle ne coûte, allez, que 1200 au lieu de 1400 $ si vous la précommandez aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que cette batterie extrêmement costaude, qui peut envoyer jusqu'à 1500 watts, eh bien, est basée sur des batteries d'une nouvelle technologie, plus rapide à recharger, avec plus de cycles de recharge avant de se dégrader et moins d'effets de mémoire. Elle promet notamment, vous le voyez ici, eh bien, 3000 cycles de charge complète. Elle peut se charger en 1 heure à 80% et en 1h30 complètement. Elle va vous permettre évidemment de partir en autonomie pendant plusieurs jours et j'espère surtout de pouvoir alimenter un peu tout ce que vous avez besoin d'alimenter, c'est-à-dire ordinateur, portable, évidemment, lampe, etc. Vous le voyez qu'on peut aussi la commander avec un chargeur solaire pour qu'elle se recharge dans son coin. J'espère que vous avez en tout cas l'argent pour ce gros bébé. Autre point, et là on va aller à l'inverse, est-ce que vous voulez charger à 1 watt par heure? C'est très très lent. Mais l'avantage, c'est que ce serait sans fil et à distance. On connaît un peu la licorne de la recharge sans fil. Et bien aujourd'hui, c'est Belkin, autre géant du genre, qui s'associe avec une entreprise israélienne qui s'appelle WeCharge pour mettre au point un système et peut-être même une norme de recharge d'objets sans fil à distance, que ce soit vos ampoules connectées, vos enceintes, vos brosses à dents, bref, tous les objets qui permettent de ne pas consommer trop d'énergie et peuvent être rechargés un peu lentement en continu. Eh bien, Belkin va proposer prochainement des produits qui auront ce système. On a hâte de tester leur efficacité et de voir si, eh bien, au final, le plus important pour nous, c'est de ne plus avoir à charger les objets, de ne plus avoir à gérer leur charge puisqu'ils se rechargent de manière un peu invisible et en continu, et puis 2, voir si ces nouvelles ondes seront pas trop néfastes pour notre santé. Réponse dans quelques jours ou quelques mois, je l'espère. Terminons avec la dernière partie hardware. Ce coup-ci, on va parler un peu de bricolage et de bidouille, mais surtout de réparation. On commence avec Framework. Je vous rappelle que c'est l'entreprise qui a lancé un ordinateur portable entièrement réparable, modulable et démontable, un peu comme le Fairphone chez les smartphones. Ils viennent de mettre en vente la carte principale. Donc je vous rappelle, c'est une carte mère, mais également la RAM, le ventilateur, le processeur, etc. Et ça commence à 399 $. La bonne nouvelle aussi, et surtout, c'est que dans la plus pure philosophie de Framework, ils vont mettre en place un système pour recycler votre ancienne mainboard si vous ne l'utilisez plus. Ils ont mis notamment à disposition pour la communauté qui est déjà très active sur GitHub notamment des plans pour imprimer en 3D bien, la coque de votre futur micro-ordinateur qui sera basé sur une ancienne mainboard de chez Framework et évidemment on applaudit dès demain. Je vous rappelle aussi que cette semaine nous avons reçu Julie Garnier qui était bien, spécialisée dans les Fab Labs des impressions 3D. Allez voir les replays sur notre chaîne Twitch, on mettra les liens sous cette vidéo. Et on termine la section hardware de cette hebdo avec Apple qui donc a fait un pas vers l'auto-réparation. Je vous rappelle que le géant californien avait promis de mettre à disposition des kits d'auto-réparation. C'est désormais fait pour les États-Unis, mais il y a des petits mais. Évidemment, si vous voulez réparer votre iPhone 12, votre iPhone 13, la première c'est que le prix de ces kits d'auto-réparation équivaut à peu près au prix d'un dépôt dans un Apple Store pour aller réparer le téléphone. On est à 69 $ pour une batterie et le kit d'un iPhone 12 et c'est le prix pour aller les faire changer dans un Apple Store. Donc pas très rentable, sauf si vous rendez votre ancienne batterie, votre ancien écran ou votre ancienne enceinte et à ce moment-là, Apple pourrait adoucir le prix en reprenant votre ancien matériel. Autre point, mais qui nous embête beaucoup plus ce coup-ci, c'est que nos collègues de chez iFixit ont découvert aussi un autre petit astérisque dans les règles d'utilisation. Vous ne pouvez juste pas acheter des kits d'autoréparation Apple comme ça, tout simplement. Il faut que vous fournissiez le numéro IMEI de votre téléphone pour acheter la pièce détachée dont vous avez besoin. Donc impossible notamment de faire un stock et de devenir réparateur ou réparatrice indépendant avec du matériel certifié Apple. Ce sera limité à un exemplaire par téléphone, par utilisateur. Bref, Apple continue à faire du Apple, c'est-à-dire un pas en avant, 2 pas et demi sur le côté. On a quitté maintenant le matos, on passe un petit peu au service et au software. On va parler de PlayStation qui a été très très actif cette semaine pour des bonnes et des moins bonnes nouvelles. La première, c'est que Sony va lancer pour justement ces jeux une équipe de préservation de ses anciens jeux vidéo. Vous le savez, malheureusement, beaucoup de jeux qui ont 10, 20, 30 ou 40 ans ont vu des fois leur code source, leurs anciennes versions disparaître, notamment Final Fantasy VII, petit ange parti trop tôt. Et on a vu des passionnés, des associations notamment en France et à travers le monde essayer de restaurer et de préserver ces jeux vidéo. On a une très bonne nouvelle puisque on a vu cette semaine un ingénieur annoncer qu'il était recruté par PlayStation pour
travailler sur la préservation de tous leurs jeux. C'est une très très bonne nouvelle et on espère qu'on aura un jour accès à tout cela très simplement. Autre point aussi, PlayStation va faire 2 avancées, une vers le PC puisqu'ils vont recruter un directeur commercial PC et une autre vers le mobile puisque de la même manière PlayStation avait annoncé qu'ils allaient aussi commencer et doucement à s'étendre vers le mobile et notamment de faire des adaptations de leurs licences les plus connues. On imagine un petit runner Uncharted par exemple, The Last of Us et autres Bloodborne, et ça avance aussi doucement. Donc pour l'instant, Sony avance ses pieds, on va dire, dans les bonnes directions. Autre point maintenant, c'est Sony avec ses développeurs et désormais, bien beaucoup de développeurs vont devoir fournir des versions démonstration, des versions démo de leurs jeux qui seront accessibles à toutes les personnes abonnées au PlayStation Plus. Ça va être une manière, encore une fois, d'accéder plus facilement à ces jeux et de donner plus de services dans le nouveau PlayStation Plus qui va arriver bien sous peu. On espère que, couplé avec la technologie de cloud gaming, on pourra enfin avoir ces démos qui se lancent en un clic, sans installation, sans téléchargement, comme a déjà tenté de le faire notamment Stadia. Qui se rappelle de Stadia? Je ne sais pas. Dernier point PlayStation, mais qui va faire un peu plus grincer des dents, on va parler du business model. Et PlayStation penserait peut-être ajouter des publicités in-game dans les jeux de manière harmonieuse et transparente, évidemment c'est promis, notamment pour les jeux free-to-play. Alors ce n'est évidemment pas forcément une nouveauté, on le voit déjà dans certains jeux, mais après Microsoft pour Xbox, et bien Sony pour PlayStation commence à penser à ce nouveau mode de rentrée d'argent. On ne sait pas si on aime ou pas, est-ce que ça servira à augmenter la qualité de certains jeux ou à en rendre d'autres toujours plus accessibles? On attendra de voir, on prendra en tout cas toutes les pincettes de prudence qui s'imposent. On termine avec le dernier point politique, on va parler de l'Union Européenne. Premier point, il y a quelques jours, donc l'Union Européenne a fait un grand pas vers la normalisation des chargeurs des appareils électroniques. Ce sera l'USB-C pour tout le monde. Seule exception, évidemment, les objets extrêmement petits, comme certaines montres connectées par exemple. Pour le reste, tablette, ordinateur, téléphone, USB-C. On va enfin arriver, après des années et des années de lutte et de lobbying de l'autre côté, à imposer une norme pour tout le monde. Et ce sera une bonne nouvelle. Reste évidemment un éléphant dans la pièce. C'est évidemment l'iPhone d'Apple. Je vous rappelle qu'Apple aujourd'hui a des appareils USB-C avec ses iPads, avec ses Mac, mais l'iPhone continue de faire la résistance avec son port Lightning qui lui-même est un port USB-C d'une forme différente. Est-ce qu'un jour on aura le fameux iPhone sous USB-C ou est-ce que Apple, comme on le pense plutôt, passera directement à la recharge sans fil et par induction et plus aucun port physique? On le verra peut-être dans les 1 ou 2 prochaines années. En attendant, attention parce que l'Union Européenne désormais va taper sur les doigts. Autre point de l'Union Européenne aussi, et tout aussi, voire encore plus important, le fameux DSA, le Digital Service Act, dont nous avons parlé en détail ce matin avec Maxence. Allez voir le replay de l'émission. Je vous rappelle, c'est le pendant un petit peu service et logiciel du DMA, le Digital Market Act. Et le Digital Service Act va obliger désormais tous les services de plus de 45 millions de membres, les services numériques, donc au hasard, les gros réseaux sociaux, à répondre à certains critères, à certaines lois et contraintes, notamment pour ne pas cibler les utilisateurs selon certains critères, au hasard, votre genre, votre ethnie, votre religion ou votre âge, ne pas faire des publicités qui sont destinées et qui visent notamment les mineurs et les enfants. Bref, plein de mesures et surtout, enfin, une petite règle pour taper sur les doigts des géants qui ne voudraient pas respecter ce DSA. Ils pourraient prendre des amendes jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires global, ce qui est absolument énorme parce que ces dernières années, on avait plutôt des amendes qui étaient indexées sur les bénéfices et sur les territoires sur lesquels opéraient les géants du numérique qui, au hasard, bizarrement, ne font aucun bénéfice en Europe. Tiens. Et avec cette DSA, pour l'instant, qui je vous rappelle est un accord préalable avant sa mise en action totale d'ici peut-être 2024, il va falloir commencer à serrer les vis en avance du côté des géants des réseaux sociaux. En parlant des géants des réseaux sociaux, on va parler de ce fameux petit oiseau bleu, on va parler de Twitter, qui a plus de 45 millions de membres, parce qu'on a entre 200 et 300 millions d'utilisateurs actifs sur Twitter, mais qui surtout, je vous le rappelle, après de longues rumeurs, cette semaine aurait été racheté et aurait entériné son rachat par Elon Musk et Elon Musk seul. Une immense saga sur laquelle on est revenu toute la semaine et qu'on a suivi, qu'on a aussi détaillé avec Maxence ce matin, mais une saga qui n'est pas terminée, puisque même si ce rachat a été accepté par le conseil d'administration, il y a beaucoup de discussions et de polémiques, notamment sur ce que Elon Musk veut faire, sur ce que les employés ressentent par rapport à la nouvelle politique d'Elon Musk. Bref, on a beaucoup de papiers là-dessus. Il y a eu énormément de points avec notamment beaucoup d'argent. Je vous rappelle qu'il a acquis
Twitter pour 44 milliards de dollars. Je vous rappelle aussi que une partie de l'équipe n'est pas du tout rassurée, notamment le PDG actuel qui essaie de jouer un peu et de marcher sur des œufs. On a vu aussi la responsable de la modération qui a été prise à partie ouvertement et à plusieurs reprises déjà par Elon Musk, et une grande bataille sur cette fameuse notion de liberté d'expression dont Elon Musk se veut le champion, c'est-à-dire une liberté d'expression beaucoup plus grande que ce qu'elle est actuellement sur Twitter et sur beaucoup de réseaux sociaux, qui, je vous rappelle, ces dernières années ont resserré leur modération face aux abus des propos partagés par milliers et par millions. À voir, en tout cas, le mystère va rester pendant quelques semaines, puisqu'il faudra encore à peu près 6 mois pour terminer ce rachat et voir ce que Elon Musk, une fois qu'il sera PDG, surtout seul maître à bord, puisqu'il n'aura à répondre à personne, fera de Twitter. On est très impatient de voir ce qu'il peut faire avec Twitter, et on a également un peu peur de ce qu'il pourrait faire avec Twitter. Réponse dans les prochaines semaines et dans les prochains épisodes de l'Hebdo des numériques. À très vite, merci de nous avoir suivis.